toutes et à tous et bienvenue au Shack Paris dans cette belle salle Georges, petite mais bien remplie malgré tout. Ravi de vous recevoir, toute l'équipe des Retail Connect est absolument ravie donc de vous avoir aujourd'hui, à vous qui êtes ici en présentiel, mais vous aussi chez vous ou au bureau, peut-être qui nous suivez en direct. Ce sera aujourd'hui avec notre intervenant de la matinée, Louis de Régnez. Je prononce bien ? Presque, d'Arénez. D'Arégnez, Mais c'est pardon. pas grave. Excusez-moi, Louis. Qui représente donc Géolide. On va approfondir rapidement dans quelques instants, bien sûr. Je dois vous inviter, bien sûr, à poser vos questions si vous en avez au cours donc de la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions à Louis. Faites-moi un petit signe et je viendrai avec le micro vous le porter. Également, vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat directement et je me ferai un plaisir donc de les poser à Louis. Louis, aujourd'hui, vous intervenez sur le sujet suivant. Le digital est-il utilisé efficacement au sein de votre réseau d'enseignes? Exactement. Mais avant cela, je vais vous laisser nous parler rapidement de Géolide. Donc, Très bien, la parole est à vous. super. Bonjour à tous, merci d'être là. Et donc très rapidement, Géolide, qu'est-ce que c'est? Alors, je me présente rapidement. Louis de Régnez. Nathalie devait être présente, mais elle ne l'est pas. Écoutez, elle pense très fort à vous. Je travaille depuis 7 ans chez Géolide sur les problématiques locales dans un premier temps et depuis 5 ans sur les problématiques locales et réseaux d'enseignes. Donc franchise, distributeurs, succursales, tous ces groupes de distribution que j'accompagne depuis 5 ans. Alors moi j'ai surtout un bagage automobile, mais toutes les problématiques peuvent être traitées plus ou moins de la même manière. Je travaille notamment avec Jaguar Land Rover, avec Yamaha, sur comment on intègre le local dans son dispositif digital de marque quand on est un réseau d'enseignes et comment on l'axe essentiellement sur la performance, parce qu'il faut générer de la performance bien évidemment, tout en satisfaisant les points de vente. Donc on va s'intéresser à ces questions-là. Rapidement, Géolide, qu'est-ce qu'on fait, qui on est? On est une entreprise qui remonte à 2010. Au début, on faisait des campagnes locales pour des artisans indépendants, PME, TPE en local. Et depuis plusieurs années, on a un logiciel SaaS qui permet de gérer tout le digital local, donc tout ce qui va être présence management, gestion des Google My Business, des réseaux sociaux, la gestion des avis, la génération d'avis, tout ce qui est lead management et tracking, et puis tout ce qui est emailing et SMS, et la publicité digitale locale. C'est-à-dire que voilà, on est aussi en capacité de produire des campagnes locales pour des points de vente franchisés. L'idée étant d'harmoniser tout ça et d'échanger avec la tête de réseau pour construire quelque chose qui a du sens et qui pousse la performance. Voilà grosso modo Géolide dans les grandes lignes. Et ce qu'on va voir ensemble, 4 points. Bon, on parlera un petit peu, petit état des lieux de la puissance du marketing local pour les enseignes. On passerait rapidement là-dessus. Les points de contrôle pour un écosystème digital performant. Je fais pas mal de rendez-vous, je fais pas mal d'audits, j'utilise beaucoup de la donnée. Et force est de constater que bien que le sujet soit dans les esprits de tout le monde et de toutes les directions marketing et que tous les points de vente savent que le digital c'est important, l'écosystème digital n'est pas toujours poussé jusque dans ses retranchements. La performance n'est pas toujours extrêmement maximisée, donc on parlera de ça. Et ensuite, on discutera des leviers qu'on peut activer en local. Ça ne va pas être des leviers que vous ne connaissez pas, très probablement, mais ça va être surtout dans quelle priorité et pourquoi on les utilise dans ce sens-là et dans cet ordre précis. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de mesures et d'indicateurs, voire même d'objectifs à fixer avec son réseau. Mais voilà, grosso modo, digital local, bon, des chiffres qui sont tout à fait connus, je ne vais pas m'y attarder. Mais effectivement, le réflexe maintenant, encore plus depuis le Covid, parce qu'il faut bien le dire, c'est de checker sur Internet avant de se rendre dans un point de vente. Il y a, quand on est une direction marketing, quand on est même un point de vente, il y a énormément de leviers qui vous sont proposés. Alors vous faites des marchés, vous regardez sur Internet, voilà, vous connaissez la chose. Il y a des dizaines, voire peut-être même des centaines de leviers si on multiplie chaque levier par le nombre de sous-formats qu'il intègre. C'est un petit peu une jungle et c'est un petit peu complexe à manier, d'autant plus quand vous êtes dans une approche cross-canal et où il faut faire en sorte que les chiffres soient cohérents entre eux. Donc c'est un petit peu la jungle, et si c'est la jungle pour vous, pour les points de vente, c'est encore plus compliqué. Et l'idée, bon bah voilà, hein, c'est
ce que je disais tout à l'heure, hein, si on construit une stratégie digitale locale pour un réseau d'enseignes, il faut bien entendu prendre le local, mais il faut bien en compte les guidelines de la marque. Les points de vente ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Et donc il y a le sujet de l'harmonisation, on en discutera. Juste, pourquoi l'approche locale, elle est intéressante et pourquoi elle est puissante si elle est bien maniée. Là, c'est des exemples de secteurs géolides en comparant les mêmes campagnes qui sont produites en national et déclinées en local. Alors, grosso modo, une déclinaison locale, c'est la même chose que le national, sauf qu'on mentionne la page du point de vente, on mentionne son nom, on paramètre sa campagne sur ses problématiques terrain, parce qu'on parle aussi avec ce point de vente-là. Et l'idée de cette slide, c'est surtout de dire qu'une stratégie locale, enfin même d'une nationale géolocalisée, si elle est bien maniée, elle est plus performante. Donc là, c'est sur de l'ADS, hein, donc on compare des coûts par lead. Mais ça se retranscrit partout. Et pourquoi elle est plus performante? Parce que, techniquement, l'explication, c'est que vous avez souvent de meilleurs quality scores. Le concept a un peu évolué ces dernières années, mais le quality score, qu'est-ce qui se passe dans les campagnes? C'est ce qui détermine le coût du clic, donc le coût du trafic. Vous avez des taux d'interaction et des taux de conversion qui sont plus élevés parce que vous ciblez des requêtes qui sont meilleures, parce que vous redirigez directement sur le site du point de vente et pas le site de la marque. C'est le point de vente qui parle au nom de son point de vente. Et du coup, c'est des taux d'interaction qui sont plus bas. Et puis, mathématiquement, coût trafic plus bas et taux de conversion plus élevé, ça fait des coûts par lead qui sont plus intéressants. Parlons d'écosystème digital. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Voilà, si je rentre un peu trop dans la technique ou quoi que ce soit, vraiment, ça ne me pose aucun problème. Ouais. Oui. Excusez-moi. Enfin, moi, je dirige une PME avec des points de vente et du digital. Super. Voilà, donc les deux. Et j'étais d'abord retailer avant d'être digital. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses inverses aujourd'hui. Donc, nous, on n'a pas de site par point de vente. D'accord. Vous voyez, peut-être qu'il en faut un d'ailleurs, mais on n'a pas de site on va en parler. Ou à Tours, on n'a pas ça. Tout à fait. Vous n'avez pas de. Il en faut un, mais je sais pas comment on fait ça, si c'est intéressant ou pas. Bon, alors, première question. Ouais. Et seconde question, vous parlez peut-être de site physique. Alors, non, pardon, je parle de site internet. Vous parlez de site internet du point de vente. Et c'est fréquent ça que les gens ont un site internet dans leur chaîne de boutique. Alors dans les réseaux d'enseignes, c'est plutôt la bonne pratique. C'est en tout cas assez répandu. Ce qu'on appelle souvent les store locators, qui vont être plus ou moins enrichis. Souvent, c'est juste une page avec le point de vente, ses coordonnées, son adresse, un moyen de le joindre. Ça marche aussi, ça dépend des produits que vous faites. Après, il y a souvent les stocks aussi qui peuvent être présents. Les stocks des produits disponibles, click and collect, ce genre de choses. Voilà, ça existe. Puis sinon, c'est aussi une map pour trouver le point de vente qui nous intéresse. Effectivement, je sais pas, cherche une agence immobilière. Je vais sur le site de Stéphane Plaza. Il y a plusieurs agents autour de moi. Bon, je cherche lequel. L'intérêt, il est surtout le store locator en lui-même. J'ouvre une petite parenthèse, mais pourquoi c'est intéressant d'en faire d'un point de vue performance? Ne serait-ce que dans la technique de référencement naturel, typiquement, plus vous avez de pages sur un même nom de domaine, plus vous faites du maillage interne, plus vous ressortez mieux sur les moteurs de recherche. Donc ça a déjà un intérêt en soi d'un point de vue purement structurel. Et également, le consommateur, j'aurais des chiffres à vous partager, mais il aime contacter le point de vente directement. Pas forcément passer par la marque, pas forcément passer par, je sais pas, dans l'automobile, on préfère souvent passer par le concessionnaire directement qu'appeler le SAV du siège. Donc c'est vraiment un moyen qui permet de faciliter la prise de contact avec le point de vente. Le point de vente peut le gérer directement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des taux de conversion qui sont plus élevés. Ah, okay. Donc, le taux de conversion, il faut prendre ça un petit peu, si vous faisiez un placement immobilier ou que sais-je, ce serait là, c'est simplement le taux d'intérêt. Taux de conversion, c'est ce qui définit la rentabilité d'une action de communication. Donc, vous avez 100 visiteurs qui viennent sur une page, il y en a 10 qui prennent contact, ça vous fait un taux de conversion de 10% par exemple. Ça respecte l'image du site central quand même. Bien sûr. Alors souvent, Store Locator, c'est géré au sein même du site de la marque. Et bien souvent, ce qui est aussi intéressant pour ça, c'est que pour une marque qui déploie des Store Locator pour ses points de vente, ça évite au point de vente de payer un site de sa poche, de lui-même, qui serait référencé sur un autre nom de domaine, qui pourrait même ne pas respecter la charte et les guidelines de la marque, et puis qui de ça en plus crée de la déperdition de trafic. Donc c'est vraiment un levier extrêmement intéressant, on en parlera d'ailleurs, il est dans la liste. Et donc,
Donc on pense qu'au système digital, mais avant il faut penser aux contraintes des points de vente. Il faut vraiment les prendre en considération. Moi ça fait 5 ans que je leur parle à ces gens-là, c'est des gens très agréables, qui ont souvent très envie, mais ils ont 4 contraintes. Une contrainte de temps, bien sûr, ils sont au four et au moulin. Contrainte de budget, le budget communication annuel d'un point de vente à l'année, il est rarement très très important. Contrainte de compétences, pas du tout méprisant ce que je dis là, c'est simplement que le digital, c'est pas leur métier. Et d'organisation, l'organisation, c'est quoi? C'est les consignes que donne la marque sur justement tout l'aspect communication, la charte, les sites, toutes les guidelines qu'il faut prendre en compte. Il y a différentes organisations, on trouve toujours des solutions. Ce qu'on cherche à faire quand on construit un écosystème digital, c'est de composer avec les contraintes des points de vente, et c'est de pousser bien évidemment l'efficacité. Donc le point de vente, qu'est-ce qui l'intéresse s'il fait du digital? C'est d'avoir des clients, c'est d'avoir de la visite en point de vente, c'est d'avoir des prospects, c'est de faire des ventes. Le travail de notoriété, d'image de marque, c'est plutôt une problématique propre au siège, propre à la marque. Et donc il faut chercher à taper sur les leviers qui représentent le meilleur ratio bénéfice-investissement, tout simplement. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais ça permet déjà d'exclure dans les dizaines, centaines de leviers disponibles dans la tête d'un point de vente ou d'une direction marketing, tout ce qui ne présente pas un intérêt ratio investissement-performance intéressant. Et du coup, si on applique le raisonnement, on ne se retrouve plus avec des dizaines, centaines de leviers, on se retrouve avec 6 leviers à travailler principalement et à pousser à fond. Vous vous dites peut-être, ouais, non, les GMB, c'est géré sur mon réseau. Est-ce qu'ils sont gérés vraiment de manière optimale? J'ai vu plein de réseaux, j'ai analysé des données, je suis allé chercher un petit peu partout sur Internet. En général, une marque, même Stéphane Plaza, par exemple, dans l'immobilier, qui est très bon, 16% des agences n'ont pas de fiche Google My Business. Et l'adresse, c'est plutôt 60%. Bon. Il y a du boulot. Il y a du boulot, on ne peut pas considérer que tout est acquis, même si ce n'est pas des choses forcément nouvelles pour vous. Ce qui est intéressant aussi, on tient en compte les contraintes de nos points de vente. La contrainte de temps, c'est des leviers qui se gèrent facilement. Et contrainte de budget, le local ads, c'est le seul levier payant, entre guillemets, dans la liste. Donc c'est tout à fait soluble dans les budgets communication annuelle de ces gens-là. D'autant plus si c'est poussé en local, optimisé, avec une stratégie bien foutue. Et achat de mots-clés, par exemple, ou... voilà, ça va être aussi tout ce qui peut être réseaux sociaux. Après, en fonction des secteurs, on en parlera après, mais il y a différentes priorités dans l'achat de médias digital. Mais d'ailleurs, il faut d'abord optimiser tout ça avant de s'aventurer sur l'ADS. Mais pour le secteur de l'habillement ou de la beauté, bien évidemment, Facebook et Instagram restent plus intéressants que du Google Ads. Pour certains secteurs, le Waze peut être intéressant, encore que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, on pourra en discuter. Louis, une petite question à ce stade, si vous le voulez bien. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, vous préconisez des leviers à performance, comme je l'ai bien compris, et que vous laissez complètement de côté des leviers dédiés à la notoriété? Vous les laissez peut-être à des communications nationales plutôt que des communications locales? C'est exactement. On part du principe que la notoriété, l'image de marque, c'est le travail de la marque. C'est la problématique du siège, et que dans tous les cas, c'est pas forcément le métier du point de vente. Le point de vente, il paye une marque en soi. Il paye une marque, il a le droit d'attendre une redevance par rapport à ça, et un volume de prospects et de visites en magasin qui vient naturellement parce qu'il paye la marque. Par conséquent, c'est pas son travail de travailler la notoriété de la marque. Il la paye déjà. Dans les réseaux sociaux, moi j'avais ce problème-là, c'est que si vous avez la responsable de Limoges qui se photographie avec son chat et un pyjama, c'est très moyen pour l'image de marque. D'où les contraintes d'organisation. Il faut fixer les règles. Et on va en parler tout de suite. Vous me faites une super transition. Merci, monsieur. C'est justement comment on structure déjà la partie Google My Business et la partie Facebook. Il faut chercher un système de pilote-copilote. Alors, toutes les marques n'ont pas la même politique à ce sujet-là. Il y en a qui verrouillent complètement le sujet. Bon, dans le cadre de Google My Business, dans les conditions d'utilisation et dans la philosophie Google My Business, le propriétaire légitime d'une fiche Google My Business, c'est le propriétaire du point de vente. Et ça, c'est très difficile d'y couper. Facebook est beaucoup plus souple là-dessus. Vous pourriez, en soi, en tant que responsable marketing de marque ou tête de réseau, prendre la main et le contrôle sur toutes les pages Facebook de votre réseau. C'est possible. Vous pouvez le faire, vous pouvez créer des pages lieux depuis votre page nationale. Ça se fait très simplement, c'est un fichier Excel à importer. Youpla boum, c'est réglé. Problème, votre point de vente, il a probablement une page Facebook en parallèle, qui est la sienne. Et puis bon, si vous faites les pages de vos points de vente
qui va publier du contenu dessus? Enfin, l'intérêt, c'est aussi de prendre une parole à l'échelle locale, d'adresser une communauté en local, et donc des photos personnalisées, des posts personnalisés. On ne parle pas forcément de faire du pyjama et ce genre de choses. Typiquement, vous pouvez modérer ça. Une fois que l'infrastructure est posée en place, bon, ça se modère, ça se contrôle. Nous, sur tous les réseaux avec lesquels on travaille, on voit c'est plusieurs centaines de posts par semaine voilà, alors, à l'échelle globale. Il y a très rarement des gens qui font n'importe quoi. Hein. Mais il faut établir le dialogue aussi avec son réseau, il faut en parler. Il faut fixer les règles et puis, en général, ça se passe bien. Mais très important d'avoir ce système de rôle, donc dans l'architecture pure de cet environnement Facebook et Google My Business. Un responsable point de vente qui est propriétaire côté Google My Business et un responsable tête de réseau qui est administrateur. Et même chose, mais inversé. Côté Facebook, dans l'absolu, ça ne change pas grand-chose. C'est aussi intéressant puisque bon, les points de vente, on connaît les contraintes de compétences. C'est pas rare d'avoir des profils Facebook qui gèrent les pages locales qui soient supprimés. Ça arrive très souvent. C'est bien d'avoir un utilisateur roue de secours. Je vous dis ça comme ça vous évitera des démarches administratives qui pourraient ressembler à pointer un lundi matin à la préfecture. Voilà. Donc on a structuré tout ça et parfois vous avez des points de vente qui distribuent plusieurs marques. Voilà, c'est très courant dans le deux roues, c'est très courant dans l'automobile super. Mais la fiche Google My Business, elle ne peut rediriger que vers un site. Les avis, si ça concentre, enfin je sais pas, si je vends du Renault et du Land Rover, j'ai pas envie que mon commercial Renault soit noté par mon consommateur Land Rover. Vous pouvez tout à fait faire une fiche Google par marque. Donc un point de vente qui distribue 4 marques, il a le droit d'avoir 4 fiches Google My Business. C'est très important parce qu'il faut siloter un petit peu tout ça. Et puis bon, parfois il y a des problèmes de doublons, c'est très rare. Nous, en 2 ans, sur plusieurs milliers de fiches GMB qui sont gérées, on a eu l'incident 2 fois et ça s'est toujours réglé avec le support Google My Business. Google My Business, de toute façon, à date, ne propose pas de solution qui soit satisfaisante pour gérer l'aspect multimarque. Donc voilà, partez là-dessus, partez de ce principe. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, il faut un système de tracking. Alors là, cette slide résume un petit peu un mélange Google Analytics, CRM, ce genre de choses. Plateforme Géolide permet de gérer tout ça, mais il faut comprendre qu'il y a 2 aspects à gérer si on veut pousser la performance. Il y a l'aspect data, tracking. Il faut être capable d'identifier le parcours consommateur. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il vient? À quelle fréquence? Quelle page il visite? Combien de temps il reste? Pouvoir créer d'ailleurs des groupes d'audience, ça peut être intéressant quand ensuite vous faites des campagnes de remarketing, ce genre de choses. Modèle d'attribution, qu'est-ce que c'est? C'est des outils d'analyse statistique qui permettent d'évaluer la performance d'une campagne ou d'une communication en fonction de différents systèmes d'attribution. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on posera des questions si vous voulez après. Call tracking, extrêmement important, bien que ce que je m'apprête à dire peut être nuancé en fonction des secteurs, mais moi j'ai analysé plusieurs millions de prospects générés par le digital sur 5 ans, sur plus de 100 métiers représentés. Les prospects téléphoniques représentent plus de 80% du total de prospects générés. Le reste, c'est du formulaire ou de l'achat en ligne. C'est quelque chose qui n'est pas... J'ai l'impression parfois c'est un discours qui choque, qui bouscule un peu les habitudes. Mais voilà, le prospect, en local, il aime bien le téléphone, il aime bien appeler son point de vente et il passe par là en priorité. En moyenne, il appelle 1,1 fois, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une chance pour le saisir, et en moyenne, il attend 19 secondes avant d'abandonner son appel si ça ne décroche pas en point de vente. Donc, la réactivité est clé. Et si on parle de réactivité, il faut parler de lead management. Il faut objectiver son réseau. Il faut déjà dresser les indicateurs pour ensuite les objectiver dessus, mais sur un taux de décroché, sur une durée moyenne de conversation, sur un système de qualification des leads. Monsieur le réseau, le site que je vous mets en place, je vous génère 15 prospects. Qu'est-ce qu'il advient de ces prospects? Est-ce que vous avez pris des rendez-vous? Est-ce que vous avez fait des ventes? C'est ce genre d'informations qu'il faut avoir parce que la somme de ces 2 briques permet de construire un espèce de capital de connaissances qui peut être exploité auprès du réseau dans des événements, fixer des objectifs, lisser le discours, poser des trucs et avancer sur ce grand chantier de digitalisation de votre réseau. Et voilà, petit point sur le point de contrôle si vous voulez faire le bilan. Google My Business, Facebook, assurez-vous d'avoir un petit peu ces critères-là. Je regarde l'heure, voir combien de temps je peux passer dessus. 20 minutes. 20 minutes encore. On reviendra peut-être dans le détail après. Je précise un petit peu cette notion qui est peut-être un peu obscure. Les fameux UTM. Les UTM, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui, dans les liens de redirection, permet de traquer, en fait, de tracer une source de trafic.
Par exemple, si vous avez Google Analytics installé et que les Google My Business de votre réseau redirigent sur le site ou le store locator de vos points de vente et que sur le lien de redirection Google My Business, il n'y a pas UTM source égale Google My Business, vous ne pouvez pas identifier la source de trafic. Ça va venir en organique, ça va venir peut-être en referral, ça va être mal classifié. Donc, posez une nomenclature et faites-la respecter du mieux que vous pouvez au sein de votre réseau. Sinon, dès lors que vous voudrez faire un petit peu d'analyse de données et comprendre un petit peu ce que génère votre écosystème digital, vous allez avoir de sacrées migraines. Oui. Pardon ? À l'inverse, côté Google, vous l'avez cette donnée-là. Si on est sur la fiche G1B, les stats, on les a. Vous avez les stats, mais au niveau du compte. Tout à fait. Vous pouvez vous passer des UTM si vous analysez les performances de Google My Business directement depuis le compte central et que vous exportez les données, ça marche tout à fait. Par contre, si vous voulez analyser ces données-là au regard d'un CRM type HubSpot ou d'un Google Analytics ou un autre outil, ça ne marchera plus. Donc, si on pense cross-canal, si on pense voilà, plusieurs leviers qu'on veut analyser dans un seul et même outil, c'est bien de le voir. Et donc maintenant, les leviers, quelle priorité et pour quelle performance on aime bien faire cette pyramide, c'est un petit peu l'ordre logique vers lequel faire maturer son réseau et structurer son écosystème digital. Premier, c'est le presence management, ensuite c'est les réputations, ensuite c'est les publications sociales, le lead management et, comme je disais, la partie payante, on n'oublie pas cette contrainte de budget, c'est la cerise sur le gâteau, c'est tout à la fin. Présence management, c'est absolument monstrueux ce que peuvent générer des fiches Google My Business bien optimisées. Une fiche Google My Business, parfois les points de vente vont vous se dire ah mais ouais c'est mes clients qui me connaissent, qui m'appellent par là. C'est faux. Une fiche Google My Business bien paramétrée, ça génère des volumes d'impression qui sont monstrueux, c'est extrêmement visible et surtout c'est présent sur des requêtes d'intentionnistes ou c'est des gens qui ne connaissent pas forcément le point de vente ou qui ne connaissent pas la marque. Je reprends un exemple immobilier. 80% des impressions générées par Google My Business sur, par exemple, je ne sais pas, Guy Hockey, Stéphane Plaza, vont être des gens qui cherchent une agence immobilière proche de chez moi. Agence immobilière Lyon, agence immobilière Marseille. Ce n'est pas des gens qui se tapent Stéphane Plaza, Lyon 6. Ça représente 20% seulement de la marque, des gens qui connaissent. Donc c'est absolument monstrueux. Je vous en prie. Excusez-moi, j'ai une question sur la suroptimisation des fiches. Est-ce que Oui. du coup, si vous travaillez sur un réseau, Oui. pour le nom, est-ce que vous allez rajouter le nom de la marque plus le nom de la ville quand on fait de la recherche par marque? Alors, la marque, c'est a priori une bonne pratique. La ville, moi je l'ai fait, ça ne m'a pas posé de problème et j'avais des résultats plutôt intéressants. Dans la politique et les recommandations de Google, ce n'est pas forcément une chose à faire. Mais voilà, nom commercial, ville ou métier ou service, ça marche très très bien. Harmoniser sur tout le réseau, c'est nickel. La ville, bon, moi j'aime bien le faire, mais ça pourrait me poser des problèmes un jour. Mais à date, j'en ai pas eu. De toute façon, il y a énormément de variables qui sont prises en compte pour la hiérarchie des fiches, le référencement des fiches. Le titre joue pour beaucoup, mais ensuite, ça va être surtout la fréquence d'actualisation, le degré de complétion de la fiche. Et justement, il faut pousser la fiche dans son maximum de retranchement, puisque c'est ça qui permettra de capter le maximum de requêtes intentionnistes. Bon, après, la checklist est plutôt évidente, on y reviendra. Et voilà, exemple cas client, on récupère un réseau avec des fiches Google My Business qui existent ou pas, mais qui ne sont pas optimisées, qui ressemblent d'ailleurs à la première. Et ensuite, nous, on met le paquet. Bon, ça, c'est juste les impressions. En termes de leads, c'est exactement la même performance, mais c'est une croissance assez phénoménale, qui n'a rien coûté. Ça, l'équivalent de ce genre d'impression en ads, ça commencera à coûter un petit peu cher. Donc, ça va très vite. Et le deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est l'e-réputation. Alors, tout le monde dit qu'il faut des avis, machin truc, mais bon, si on rentre dans le détail, quel est l'impact réel de l'e-réputation sur la génération de business, il est monstrueux également. Et c'est quelque chose qui vient démultiplier les effets de vos Google My Business qui ont déjà été optimisés dans un premier temps. Donc là, c'est une étude interne que j'ai menée, moi, sur un réseau. Donc, ils distribuent tous la même marque, les mêmes produits. Ils sont différents, placés dans différentes villes de France, mais grosso modo, voilà ce qui se passe. Quand on regarde, donc chaque point est un point de vente qui est positionné plus ou moins haut en fonction de sa note et du nombre de leads qu'il génère sur l'année. Bon, vous avez un club VIP, toujours ici. Ah, mon petite lumière ne marche pas. Mais bon,
Conclusion, pour ne pas y passer des siècles, il y a 2 indicateurs qu'il faut surveiller. C'est l'irréputation moyenne et le nombre d'avis. Le nombre d'avis joue aussi dans l'équation. Et il y a une autre étude, qui n'est pas de moi cette fois, mais c'est de Bright Local, si vous voulez regarder, sur 2021, qui met en avant 2 autres indicateurs à surveiller. C'est la fraîcheur des avis et c'est le taux de réponse. Un point de vente, donc c'est une étude qui a sondé un peu plus de 1000 personnes sur leur rapport et la consommation des avis. Un point de vente qui répond à tous les avis, même les négatifs, les positifs, a en moyenne 28% de plus d'intention de visite qu'un point de vente qui ne répondrait qu'aux avis négatifs. Donc voilà, les avis, on en parle, ça peut sembler être de l'enfonçage de porte ouverte, mais quand il s'agit de fixer des indicateurs et de mesurer réellement l'impact que peut avoir tout ça, d'un point de vue purement rationnel, mathématique, c'est le 2e levier à travailler et c'est extrêmement important. Si ça vous intéresse, j'ai un petit robot pour aller chercher les avis de vos concurrents ou des points de vente concurrents de vos locales. Voilà, je peux vous faire un fichier Excel qui recense tous les points de vente d'une marque ou les vôtres, si vous n'avez pas les données, et qui vous donne le point de vente, son nom, sa réputation et son nombre d'avis. Ça ne vous coûtera rien, passez me voir après, on pourra fixer ça. Et le lead management conditionne également toute la performance de tout ça. C'est très bien de construire un écosystème digital, c'est très bien de le pousser, c'est très bien de l'optimiser, mais bon, si on génère des prospects et qu'il ne se passe rien en local, vous risquez d'être déçus. Je parlais des appels téléphoniques tout à l'heure. En moyenne, quels que soient les créneaux, les heures d'ouverture, c'est 45% des appels qui sont manqués dans un point de vente. On a fait décoller le chiffre d'affaires de certains réseaux simplement en fixant un objectif de taux de décroché au point de vente. C'est extrêmement important, c'est peut-être moins vrai pour tout ce qui est magasin très physique, nature et découverte, etc. Mais n'importe quel autre, pour d'autres secteurs, c'est très très important. Et puis bon, tout ce qui vient un prospect qui prend contact avec un point de vente, s'il n'est pas traité dans la demi-heure, les chances de le transformer ou de le faire venir s'amoindrissent drastiquement, très rapidement. Donc il faut retenir que la réactivité, elle est clé. Et il faut fixer des objectifs et des indicateurs de réactivité au sein de votre réseau. Et on arrive au dernier truc, la pub. Bon, on fait de la pub, super. Dans quel sens on prend le sujet ? Donc là, c'est un petit condensé. J'ai essayé de faire au plus global, mais en fonction des zones géographiques et des secteurs, l'ordre peut varier. Mais essentiellement, si vous êtes dans les métiers de la beauté, de l'esthétique, du prêt-à-porter, vous pouvez oublier Google Ads. Vous pouvez directement passer sur Facebook et Instagram, bien sûr. Après, la hiérarchie reste à peu près la même. On retrouve l'idée d'exclure du prisme local tous les leviers de notoriété, parce qu'on n'a pas le budget de toute façon pour les adresser, et si on l'avait, ce ne serait pas rentable à court terme pour le point de vente, et au pire du pire, ce n'est pas franchement son boulot. Google Search, c'est un placement hyper fiable, hyper safe si c'est bien fait. Ce n'est pas très compliqué de faire de bonnes campagnes search en local. Facebook et Instagram, c'est même chose, un risque assez faible si la réactivité est là. Si vous générez 300 prospects via des campagnes Facebook Ads, mais qu'ils sont rappelés dans la semaine au petit bonheur la chance par le commercial en point de vente, ça ne se passera rien. Si la réactivité est là, c'est un levier extrêmement safe. Voilà, après, on a tout ce qui est retargeting ou RLSA, peuvent être intéressants, mais en local, on a rarement les volumes d'audience suffisants pour les déclencher. Donc si vous les avez, c'est très bien. Si vous ne les avez pas, tant pis, c'est pas très grave. LinkedIn, on parle beaucoup de LinkedIn, je fais du B2B, il faut que j'aille sur LinkedIn. Bon, pourquoi pas ? Mais à l'instant T, la plateforme LinkedIn, dans l'aspect publicitaire, ne permet pas, en dehors de l'Île-de-France, de faire un ciblage précis, géographique. Vous êtes obligé de taper sur la région. Quand un point de vente a une zone de chalandise de 10 à 15 km de rayon, taper sur la région, ça n'a pas grand intérêt. C'est des coûts par lead qui sont très, très, très chers. 4 à 5 fois plus élevés que sur Facebook, Instagram. Voilà, sachant que la plupart des utilisateurs LinkedIn ont un réseau social. Bon, à voir, à prendre avec des pincettes en fonction de votre secteur. Prenez pas ce que je dis pour une vérité absolue, mais la hiérarchie, globalement, c'est ça, et encore une fois, c'est le dernier levier à activer. D'ailleurs, petite synergie, hein, typiquement, vous avez des Google My Business, votre réseau centralisé avec une bonne réputation sur vos points de vente. Vous pouvez lier les Google My Business à votre compte Google AdWords, l'achat de mots-clés, et faire en sorte que les étoiles ressortent au niveau des annonces. Bon, bah ça vous fait gagner des taux de conversion au niveau de vos campagnes, ça vous fait baisser les coûts par lead, ça vous génère encore plus de performance, et il y a énormément de synergies comme ça adressées qui peuvent être extrêmement intéressantes. Il nous reste 10 minutes. Super. Super. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ?
sur le CRM, les envois d'emails et tout, vous travaillez dessus aussi Alors, nous, c'est pas, enfin, on a dans notre solution un logiciel qui intègre le système de tracking, un système de lead management, mais qui va jamais être aussi poussé qu'un Salesforce ou qu'un HubSpot ou ce genre de choses, qui permet de faire de l'envoi emailing, SMS, de la génération d'avis, de la sollicitation d'avis, et de déclarer les finalités. Donc, j'ai eu tant de leads, je suis le point de vente, je me connecte. Ah, j'ai eu 15 leads, il y en a 5 qui viennent de là, d'autres qui viennent de là. J'ai fait un rendez-vous, j'ai fait une vente, j'ai rappelé, c'était quelqu'un qui cherchait un job. Ça, c'est possible dans notre outil. Mais nous, on ne le fait pas. Au-delà de ça, on ne va pas être aussi puissant qu'un HubSpot, qu'un Salesforce. Mais on a l'avantage d'être plus simple. Enfin, j'ai des réseaux qui déploient des CRM à l'échelle de leur point de vente. À l'échelle locale. Ouais. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet, c'est à la fois politique, c'est à la fois budgétaire, c'est à la fois, dans le cas des multimarques, super, je suis concessionnaire, je vends 15 marques, j'ai un CRM par marque, comment je fais avec mes équipes commerciales? Ok, super, vous avez déployé le CRM il y a 1 an, les process ont complètement changé, il faut changer tous les process, il faut reformer tout le monde. C'est un vrai sujet, je pense qu'il faut le faire, mais ce n'est pas un chantier simple. On n'est pas aussi puissant qu'un CRM, mais j'ai envie de dire, s'il faut chercher une solution de repli un temps donné, ça peut fonctionner. Mais on pourrait imaginer, par exemple, qu'un point de vente est stocké, je dis n'importe quoi, en chemise, voilà, il a un Oh, ouais, souvent. voilà, alors c'est rien, moi, plus que les autres, à la limite, et il cible un programme un programme d'email très, très, très local. Oui. Pour leur dire, voilà, bah, écoutez, sur ces chemises-là, bon, on veut les liquider. C'est courant, bien sûr. Oui, ça peut se faire. Par contre, la question, c'est la RGPD. C'est est-ce que ces gens-là, ils ont bien consenti, ils sont sur, ils sont dans un fichier Excel ou que sais-je. Est-ce qu'ils ont consenti pour être réadressés de façon, c'est tout le sujet de l'opt-in. On n'a pas parlé ici, mais ça pourrait être un sujet en soi. On pourrait en parler des heures. D'autres questions? Si, on avait une autre question devant. Bonjour, j'ai une autre question par rapport à l'optimisation des fiches Google My Business. Ouais. Hors la fiche, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut optimiser indirectement pour que la fiche remonte? Alors, c'est pas comment dire, c'est un peu obscur ces sujets-là côté Google. Donc il y a des on-dit, mais typiquement, il paraîtrait que pris en compte dans l'algorithme la fréquence de connexion d'un utilisateur à sa fiche et la fréquence de mise à jour, par exemple. Peut-être qu'artificiellement, on pourrait gonfler le référencement d'une fiche simplement en changeant les horaires régulièrement, en se connectant à sa fiche régulièrement, en faisant des choses comme ça. Après, je ne pense pas que ça ait un impact extrêmement significatif dans tout l'algorithme de référencement. C'est à peu près les seules choses que je vois là en voyant votre question. C'est un environnement, mine de rien, assez fermé et beaucoup moins complexe que le SEO. Donc je ne pense pas qu'il y ait de stratégie black hat, des trucs un peu sous le système, sous le manteau qui circulent. J'en vois pas. Mais je suis pas... Je me réserve la surprise de découvrir des choses qui iraient dans votre sens. Mais je ne crois pas. À date, je ne crois pas. Okay. Merci beaucoup. Une autre question. Moi, j'entends que ce que vous disiez, que les stratégies locales peuvent être plus impertinentes, plus à risque que les stratégies nationales. Mm-hmm. Mais comment, des fois, on peut les justifier? Si on a un réseau de magasins Ouais. à travers la France, qu'on a sensiblement les mêmes produits partout dans les magasins, comment on va prendre la parole et pourquoi faire de dire à un moment donné, comment je vais justifier qu'un magasin à Avignon, je lui mets une stratégie par Google My Business, un investissement, un budget pour une communication locale par rapport à un à Marseille ou ailleurs. Enfin, j'ai du mal du coup à justifier et à comprendre, même si c'est plus performant dans le résultat, de mettre en avant un magasin ou une région de magasin par rapport à une autre. Parce qu'à la limite, c'est pareil. Et après, un magasin local va dire, moi j'ai été avantagé, moi j'ai pas été désavantagé, j'ai pas eu de budget pour une campagne. Ouais. Voilà, à quel moment ça devient vraiment pertinent en fait, de mettre en avant localement? Alors, mais vous parlez localement, c'est-à-dire tous les points de vente au même moment, ou vous me parlez de mettre certains points de vente en avant plutôt que d'autres? Certains points de vente en avant, localement, plutôt que d'autres. D'accord. De mettre en avant une région ou un magasin, plutôt que tous les magasins en même temps avec la même campagne. Ouais, ok. Bonne question. C'est vrai que le sujet s'est présenté avec des clients et il y a toujours des petites histoires. Et machin, il a eu celui-ci et moi, vous m'avez pas fait ça. Bon, la politique interne du réseau. Faut voir. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier de prioriser un point de vente par rapport à un autre? Je sais pas. Par exemple, le fait qu'il y en a un qui soit plus récent que l'autre.
et donc il y a peut-être un défaut de notoriété sur sa zone de chalandise. Peut-être que simplement, au prisme des indicateurs, il y a des points de vente qui sont en retard et d'autres qui ne le sont pas. Donc taper sur ceux qui sont en retard et vendre ça comme un programme d'aide pour ceux qui sont le plus en difficulté. Ça pourrait passer. Après, on rentre toujours dans les réseaux, dans des espèces d'histoires d'école primaire, machin il a dit ci et machin il a fait ça. Il faut justifier ça souvent par une approche purement rationnelle, avec des chiffres, les mettre en face, ils comprennent pas. C'est beaucoup de dialogue et beaucoup de pédagogie aussi un réseau. Donc j'ai pas de recette mystère. C'est comme ça qu'on l'a fait avec des réseaux que j'ai accompagnés. Ça s'est bien passé, mais il faut aussi une bonne relation commerciale avec ces gens-là à la base. Bon. Souvent, c'est assez rare, mine de rien, de prioriser un point de vente par rapport à un autre. Peut-être que dans le réseau, d'ailleurs, ça ne va pas forcément se savoir. Souvent, l'approche, c'est tout le monde va partir sur les mêmes choses et on va fixer, par contre, des objectifs différents en fonction des zones, parce qu'il y a des inégalités de secteur, parce qu'il y a toutes les zones géographiques ne répondent pas de la même manière à l'ADS ou aux médias. Mais l'idée est donc, par exemple, sur les zones extrêmement rurales, on va demander d'investir 150 € par mois sur Google Ads, et ceux qui sont sur des moyennes ou grandes villes, on va leur demander plutôt de mettre 250-300 €. Faut surveiller derrière c'est le ROAS qu'il faut regarder, qu'il faut justifier. Mais souvent l'approche elle est plutôt comme ça, c'est tout le monde, mais pas forcément au même rythme ou à la même échelle ou même volumétrie. Pour des raisons diverses et variées qu'il faut analyser, qu'il faut regarder. Ça se construit, ça se défend, et l'approche, le justifier auprès de son réseau, souvent par un événement, une instance, quoi que ce soit, une réunion, ça passe plutôt bien. Si vous n'êtes pas fâché avec vos franchisés, dans l'automobile, quand ils n'ont pas de stock, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils vous gueuleront dessus. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Mais c'est propre à chaque organisation, j'ai envie de dire. Merci. Louis, je vous propose d'enchaîner. Il nous reste 3 minutes. Super. Bon, alors on s'est dit, on a fait tout ça. On est super. Comment on monitore tout ce qu'on a mis en place? Quels indicateurs on regarde? Les indicateurs, c'est comme les leviers. On pourrait en avoir 200 par levier. Lesquels on regarde? Alors Google My Business, vous regardez les statistiques globales, combien j'ai fait d'impressions, de trafic d'itinéraire, classique, rien de très sorcier. Ce qui est plus intéressant de regarder, c'est le pourcentage d'impressions indirectes sur l'ensemble. Ça veut dire, j'ai fait 10 millions d'impressions sur Google My Business, quelle part d'impressions indirectes, c'est-à-dire les gens qui cherchent pas la marque ou pas le point de vente. Donc on revient sur Agence Immobilier Lyon 6, ça c'est une impression indirecte. Il faut idéalement que cette part d'impression indirecte, si vous avez bien fait votre travail, et les points de vente également, représentent souvent plus de 80% de l'ensemble. Après, les objectifs, c'est propre à chaque secteur, chaque réseau. Ne prenez pas les objectifs que je vous donne comme des choses forcément à faire. Bien évidemment, il vous faut 100% des fiches optimisées ou tendre vers ce résultat-là. Position moyenne sur requête cible, c'est-à-dire qu'il faut essayer, typiquement agence immobilière Lyon, il faudrait que les fiches elles ressortent au moins dans le top 5, par exemple. Mais bon. Nombre d'avis par point de vente et réputation par point de vente, il faut chercher à créer une différence à la concurrence. Donc avoir une moyenne et réputation moyenne qui soit supérieure à la concurrence. Si vous n'avez pas les données, venez me voir, on peut regarder. Et le nombre d'avis, même chose. E-réputation, faut regarder l'e-réputation par point de vente, fixer un objectif cible à chacun. L'ancienneté des avis, comme on le disait, un point de vente qui répond à tous ces avis et qui a des avis récents est beaucoup plus attractif pour un consommateur potentiel. Store locator, bon, faut en avoir un, c'est mieux. Regardez ce que ça génère effectivement, surtout regardez le taux de conversion. Parce que vous en fichez de générer 100 clics ou quoi aux caisses. C'est plutôt dans quelle mesure ma fiche Store Locator pour chacun de mes magasins est construite de manière suffisamment efficace pour amener le plus de prospects possible. Il faut regarder le taux de conversion. En général, sur du local, un taux de conversion, donc typiquement Google Ads, plus de 15%, c'est pas surprenant. C'est plutôt bon, c'est pas mal du tout. Taux de conversion, je parle visiteur formulaire ou appel. Je ne parle pas visiteur vente. Bien sûr, regardez le retour sur investissement publicitaire côté Google Ads. Savoir que nous, on arrive assez facilement à 300-350%. Il y a sans doute des gens qui font mieux. Ça dépend des secteurs, des métiers, des zones. Et lead management extrêmement important si vous êtes sur un secteur sensible au téléphone. Taux de décroché, c'est incroyable. Vous pouvez doubler les ventes en doublant le taux de décroché. Mécaniquement, c'est ce qui se passe. Durée moyenne des conversations, puis au-delà de ça, qualité du discours. Et puis surtout le délai de traitement des formulaires. Encore une fois, plus un point de vente traite un formulaire rapidement, plus il a de chances de faire venir le prospect en magasin et de déclencher une vente. 1 minute pour conclure. 1 minute pour conclure, je crois que j'ai que ça. Bon voilà,
on récapitule. On commence, on structure, on optimise les fiches Google My Business et Facebook. On met en place un système de tracking exhaustif. On analyse le parcours consommateur et la qualité de traitement des leads, extrêmement important. On audite la performance de l'écosystème digital au prisme des indicateurs que je viens de vous donner. On présente les objectifs au réseau si on veut évangéliser un petit peu tout ce beau monde. On définit le rôle de la marque. Est-ce que la marque, c'est que de la notoriété? Est-ce que la marque pousse de la performance? Est-ce que les points de vente font de la notoriété? Moi, je ne vous recommande pas. Mais on fixe une structure, une espèce de une politique un petit peu, tout le monde est d'accord, tout le monde s'entend bien. Et ensuite, il faut accompagner ces gens-là vers l'atteinte des objectifs, prendre en compte leurs contraintes. Mais voilà, j'ai pas un réseau sur lequel on a appliqué cette méthode avec lesquels ça se serait mal passé. De la bienveillance, de la pédagogie, un peu d'intelligence sur la donnée, mais en soi, c'est pas hyper sorcier toutes ces histoires-là. Vraiment, je pense que d'ailleurs, l'essentiel de l'effort, il est dans la pédagogie. Voilà, ça, vous le faites une fois, vous le suivez, vous le monitorez, vous êtes tranquille. La pédagogie et l'accompagnement, faut être bon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Louis. Et je vous souhaite une bonne Louis journée. d'Aregnès, donc Géolide. Alors, à titre personnel, un grand merci parce que j'ai bien révisé mon discours commercial aujourd'hui grâce à vous, Louis. À un autre titre, bravo pour votre présentation. Il y a eu énormément de photos dans la salle. Est-ce qu'on pourrait retrouver cette présentation quelque part? On a les mails de tous les participants. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est que vous les preniez à la sortie de la salle éventuellement et que vous fassiez un listing pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment. Voilà, c'en est terminé donc pour cette ce premier workshop de la journée dans la salle Georges. On va enchaîner dans quelques minutes avec Émeric Coda de Akeneo. Akeneo, donc sur le sujet transformer vos informations et expériences produits en euros. Merci à tous pour votre attention et à tout de suite.